Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors j'ai demandé aux organisateurs s'il était possible de prendre un petit peu plus de temps, d'aller un peu au-delà de 12h45 parce qu'on a commencé en retard. Et a priori, voilà, on s'auto-détermine, donc on peut le faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 1 heure pleine pour ce temps de symposium. Donc bienvenue à chacune et chacun. Alors pour commencer, je vais évidemment remercier chaleureusement les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de participer à ce symposium. Vous verrez, ce temps d'échange a été pensé comme un espace d'ouverture, de réflexion partagée, sur la manière dont le concept de rétablissement traverse nos pratiques professionnelles et vient interroger parfois profondément nos postures. Moi, je m'appelle Marie Koenig, je suis docteure en psychologie clinique et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce concept de rétablissement il y a une quinzaine d'années, il était peu connu, voire même parfois suspect. Aujourd'hui, on l'a vu, ce concept semble s'imposer dans tous les discours, jusqu'à devenir un mot d'ordre institutionnel. Changer de paradigme, si tant est que l'on conserve cette expression. Je ne sais pas si je vais la garder suite à l'intervention d'Aude Fauvel de ce matin. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une idée nouvelle en psychiatrie ou en santé mentale, comme Aude nous l'a rappelé. Cette ambition requiert à la fois de l'exigence et une certaine humilité. Elle nous engage à prendre la mesure de sa complexité, en reconnaissant les héritages, les continuités comme les ruptures, tout en restant à l'écoute de la diversité des voix qui participent aujourd'hui chacune à leur manière à la transformation des pratiques. Et ce qui nous tenait à cœur dans cette démarche, c'est d'ouvrir une réflexion véritablement pluridisciplinaire, car ce concept de rétablissement ne peut être confisqué par un seul rôle, une seule approche ou une seule tradition théorique. Il mérite d'être interrogé dans sa capacité à circuler entre les disciplines, à traverser les logiques institutionnelles et à résister aux querelles de chapelle. Mais il faut aussi rester attentif aux formes que prennent ces circulations. Le rétablissement a-t-il la même portée, le même écho, selon que l'on est travailleur social, père aidant, psychologue ou psychiatre? Et puis, comment autoriser une appropriation plurielle, singulière, sans perdre de vue les mésusages possibles, les glissements de sens ou les récupérations qui risqueraient de l'éloigner de celles et ceux qui l'entendent servir? On aime dire que le rétablissement appartient aux personnes concernées, évidemment. Mais alors, qui est concerné? Ce mot vient du latin concernere, qui signifie littéralement être mêlé ensemble, être touché ensemble. Être concerné, c'est donc être affecté avec. Alors, cette question en appelle une autre, éthique décisive, qui a été soulevée d'ailleurs ce matin. Qui est responsable? Si nous sommes affectés par ce que l'autre vit, cette responsabilité dépasse les rôles et les statuts. Elle ne se vit ni dans la maîtrise, ni dans le surplomb, mais dans l'exposition à la vulnérabilité de l'autre qui nous déplace et nous oblige. Parfois, ce déplacement touche une zone plus intime, une résonance s'installe silencieuse où nos propres blessures s'invitent sans prévenir. Et si le rétablissement concernait également celles et ceux qui accompagnent, non pour confondre les souffrances ni prétendre à une symétrie indécente, mais pour reconnaître que ce que nous appelons travail engage aussi notre part sensible, notre métier d'humain. S'approprier le rétablissement, ce n'est pas s'en emparer au risque de déposséder l'autre de sa trajectoire, mais c'est faire de ce concept quelque chose d'agissant dans la rencontre, un processus partagé, qui traverse les corps, les collectifs, les institutions elles-mêmes. Une pratique orientée rétablissement, évidemment, ne se décrète pas. Elle ne s'applique ni comme une méthode, ni comme un outil. Elle se cherche, s'invente,
s'éprouvent, se fragilisent parfois dans les relations du quotidien et les tensions du réel. Et elle pose des questions fondamentales. Qui sait? Qui décide? Et puis peut-être de manière plus élémentaire encore, qui l'on écoute? Car il nous faut aussi entendre les discours qui échappent aux success stories. Rendre justice aux récits invisibilisés, dissonants, qui résistent aux normes implicites du progrès et de l'autonomie. Reconnaître ces récits, c'est lutter contre un rétablissement calibré, normatif, voire dogmatique. Une pratique orientée rétablissement, finalement, c'est peut-être aussi cela, accueillir ce qui demeure ouvert, sans vouloir refermer trop vite, ni croire que toute réparation nous revient. Enfin, penser les pratiques, c'est bien sûr penser le système dans lequel elles s'inscrivent, et notamment le système de santé mentale, traversé, on le sait, par de multiples tensions structurelles entre le soin, la normalisation, la protection, la coercition, l'hôpital et la vie dans la cité. Peut-on changer les pratiques sans changer les institutions? Peut-on réinventer la relation sans redistribuer le pouvoir? Et peut-on accompagner sans se laisser transformer? Donc, les intervenantes et les intervenants d'aujourd'hui incarnent, chacun à leur manière, cette diversité de regards et d'expériences. Leur voix, leurs tensions, leur parcours également ouvriront la discussion. J'ai le plaisir, pour commencer, d'accueillir Héloïse Koenig, père aidante au centre psychothérapique Philippe Pinel, autrice du livre Barge. Alors je précise parce qu'on nous a posé la question récemment, que nous recherchons encore aujourd'hui avec Héloïse nos liens de parenté. Peut-être que nous trouverons un jour. Héloïse, tu incarnes une parole précieuse et engagée sur les normes psychiatriques et sociales, et sur la manière dont les marges peuvent être revisitées comme des espaces de puissance et de subversion. Comment tes expériences et ton engagement politique influencent-ils ta manière de vivre et de penser le rétablissement dans ta pratique de père aidante, Héloïse? C'est une très belle question, je tiens à le préciser pour commencer. Peut-être d'abord dire rapidement qu'est-ce que ça a été du coup mon expérience, et par là du coup je préciserai surtout mon expérience de la folie. Moi en 2000 ça a été assez fulgurant, j'ai été tout à coup le Messie et je devais répandre l'anarchie sur Terre de manière douce et non violente. J'y suis pas encore tout à fait arrivée. Je pourrais compter sur vous peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'a pris totalement. Et donc ce livre Barge, c'est aussi le récit de ça, comment on est pris par cette fulgurance et qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Ce qui m'a aidé à l'époque à aller mieux, puisque moi, mon parcours de soins, on va dire, ça a été entre 2000 et 2010. Depuis, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de me frotter à la psychiatrie en tant que patiente. Ça a été le maraîchage bio, ça j'en parle rapidement parce que c'est important pour moi dans le sens aussi d'une assise concrète. Mes parents étaient maraîchers bio, mais ça a été aussi tout le foisonnement des mouvements militants, libertaires et anarcho-autonomes, des squats et des lieux collectifs à la campagne qui ont été des espaces qui m'ont accueilli, qui m'ont accompagné comme ils ont pu. Ça a posé plein de questions, on a appris ensemble. Mais c'est aussi de ce foisonnement que sont nées du coup différentes dynamiques à la fin des années 2000. Du coup, quand je suis arrivée à Toulouse, dans ces milieux-là, on a porté un collectif qui s'appelait Crazy Horde, qui faisait à la fois de l'entraide, mais aussi des événements publics et de la radio, des infokiosques, du théâtre de l'opprimé, etc. Et donc je viens de là, mon rétablissement, le mot, c'est anachronique de l'employer comme ça, c'est pas le terme qu'on employait, mais le fait d'aller mieux, il s'est nourri de ça. Et donc de mes valeurs, puisque ce mouvement libertaire, on va dire, c'est à la fois des valeurs, mais très concrètement mises en pratique.
mes valeurs, c'est celle de l'anticapitalisme, de l'autogestion, de l'autodétermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la lutte contre... c'est beaucoup de la lutte, on ne va pas se mentir, dont certaines sont malheureusement encore très valables aujourd'hui. La lutte contre le patriarcat, contre toutes les oppressions. Et donc ça, c'est ce qui donne aussi ce terme d'intersectionnalité que moi j'aime beaucoup, cette idée d'identifier dans les différentes oppressions qu'est-ce qui nous relie, qu'on soit une personne racisée, une personne LGBTQI+, une personne psychiatrisée, et de se sentir fort de ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Et c'est grâce à ça, je pense, que j'ai pas eu du tout de problème d'autostigmatisation. C'est qu'il y avait cette idée de fierté folle, on peut dire aussi maintenant, d'assumer qui je suis comme ça. De toute façon, votre norme sociétale, je l'emmerde, parce qu'elle fait pas envie. Donc voilà, c'était ce côté aussi punk et DIY, un peu abrasif comme ça, très questionnant pour la norme sociale, pour le modèle hétéropatriarcal qu'on nous vend à longueur de temps, et dire non, en fait, c'est pas seulement un autre monde est possible, c'est je vous souhaite une vie meilleure que celle-là, parce qu'elle fait quand même pas très envie. Et c'est donc dans ce contexte porté de tout ça que j'ai rencontré le terme de rétablissement, moi, autour de 2012, je dirais, comme ça. Il y a un truc qui m'a choquée en premier, c'est cette idée de rétablissement, c'est retour à un établissement d'origine qui serait sain et souhaitable. Et moi, je suis assez attachée au langage, parce que dans ce milieu libertaire, encore une fois, les enjeux autour du langage, de l'imaginaire, de l'esprit critique, ils sont très importants. Et comment ce terme de rétablissement, il invisibilise la portée de la crise, qui peut être une portée féconde. Moi, je suis heureuse d'avoir traversé ce que j'ai traversé, aussi difficile et éprouvant et casse-gueule que ça ait pu être. Ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui, et j'ai la chance, en tout cas, de pouvoir être en paix avec ça. Je sais bien, encore une fois, l'importance du choix, c'est que on peut être en désaccord, il n'y a pas de souci. Moi, je ne parle pas, par exemple, beaucoup de maladies mentales, je parle de troubles, mais sans être forcément très satisfaite de ça. Mais voilà, cette attention au langage qu'on a déjà commencé à amorcer depuis ce matin dans les plénières, donc j'apporte rien de bien neuf, mais j'apporte ma pierre à l'édifice. Et donc voilà, cette importance de faire de la place à la crise. Et ce qui m'a plu quand même, par contre, dans ce terme de rétablissement, c'est qu'il ouvrait l'horizon, qui sortait de cette ligne, de cette dialectique de la guérison impossible, forcément impossible, et qu'il ouvrait la possibilité de s'émanciper aussi d'une lecture uniquement médicale de ces crises-là, ces fameuses crises ou ces états complexes, etc. Et donc, il était quand même porteur de nouveauté, on va dire. Pareil, le terme d'espoir, je ne suis pas à l'aise avec. Et toutes ces nouveautés, elles étaient bien nécessaires. Je vois bien aujourd'hui comment c'est indispensable. Mais il y a, pareil, comme ça a déjà été dit, ne pas oublier les angles morts de cette nouveauté. Le rétablissement va très bien avec les politiques néolibérales qui voudraient que chaque patient usager de santé mentale s'inscrive dans une petite série de dispositifs et en sorte tout propre, tout neuf à la fin, et se débrouille avec ce qu'il a ou ce qu'on lui donne pour survivre. Moi, là où je bosse, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de rentrer dans ces dispositifs, qui n'ont pas envie d'y rentrer, et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir les accompagner. Et cet enjeu aussi que porte notamment le mouvement anglophone Recovery in the Bean, il n'y a pas de rétablissement sans justice sociale. S'il y a vraiment un message politique qui perdure dans mon histoire, c'est aussi celle-là. Comment c'est important de ne pas oublier ce qui a été listé aussi ce matin, tout le contexte sociétal, systémique dans lequel on évolue, dans lequel on est censé aller mieux, dans un monde qui va quand même de plus en plus mal. Voilà, c'est quelque chose d'un peu aberrant là-dedans. Et donc, en tant que père aidante maintenant, donc moi je suis père aidante au Centre Pinel dans un petit hôpital du Tarn depuis 2 ans. Quand je suis arrivée dans cet hôpital, c'est un hôpital qui a une histoire de psychothérapie institutionnelle,
et de psychanalyse, mais qui partait un peu à volo parce que turnover de psychiatres, pas de projet. Je suis arrivée en même temps que des psychiatres phénoménologues qui ont eu un projet d'établissement et qui donc ont fait des groupes de travail, dont un groupe de travail sur le rétablissement. Et des collègues découvraient la notion, et donc j'ai bien vu que ça percutait difficilement pour certains, que ça faisait violence en fait. Je pense que ça peut être important de dire pourquoi et comment ce terme fait violence. Mais voilà, ce contexte, ça m'a permis de cerner et prendre le temps. C'était quelque chose de primordial, de prendre le temps en arrivant, de comprendre où j'arrivais, c'est quoi les cultures d'équipe, c'est quoi les cultures de l'établissement, et de pouvoir donc identifier quels étaient les possibles. Moi, je n'ai pas fait de formation en père aidance, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça. J'ai un diplôme d'infirmière qui m'a plus mes activités collectives qui ont permis mon embauche, mais du coup... j'avais pas un truc prêt à l'emploi, à appliquer coûte que coûte où que j'arrive. Donc il fallait d'abord cerner où j'arrivais. Et donc c'était avant tout ouvrir des espaces et ouvrir des espaces-temps. Donc des espaces dont pourraient se servir après les personnes à leur guise. Mais ça a donné du coup réouvrir la bibliothèque, s'impliquer dans le journal, monter le projet de jardin thérapeutique. Et aussi comme enjeu, c'était faire collectif, permettre aux personnes d'avoir la possibilité de se penser, c'est un peu alambiqué comme phrase, mais comme psychiatrisé, c'est-à-dire que faisant partie d'un groupe dominé, historiquement, c'était évoqué ce matin, mais effectivement, moi, ça m'a beaucoup nourri, les lectures de Psychiatrisés en lutte ou de la revue Marge, des revues des années 70 qui déjà portaient la critique du système concentrationnaire psychiatrique. Et donc, je suis aussi héritière de ça. Et pour moi, ça a été très porteur de me sentir dans ce lignage de personnes psychiatrisées et qui s'inscrivaient dans une lutte qui traversait les siècles et que j'avais envie, à Pinel, de pouvoir ouvrir un peu de ça aussi. Il y a des gens qui accrochent et d'autres pas, parce que bien sûr, il y a aussi des gens tout à fait accrochés à la normalité dans les personnes qui sont hospitalisées. Et on fait avec, on dialogue et c'est chouette aussi. Je ne suis pas du tout... je suis pas staliniste comme ça, voilà. Ni Mao, mais voilà. Après, je vais essayer de faire court. Ouais. Du coup, j'ai aussi lancé un groupe de parole sans soignants, dans cette idée de pouvoir parler librement. Et c'est vraiment un espace que les gens sont appropriés, qui est très précieux. Et s'il faut terminer, je dirais oui, que mon évolution politique, elle évolue aussi et avec la société et avec le milieu dans lequel je suis. Et par exemple, les termes d'autogestion ou d'autonomie qui étaient cardinal et fondamental dans ma vie. À l'épreuve de la psychiatrie d'aujourd'hui, j'ai envie de les nuancer, de les questionner, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être dans l'autogestion et dans l'autonomie. C'est parfois, ça dépasse les bornes. Et puis, à un moment, il faut quand même se questionner sur l'état social, l'état-providence. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse partir en miettes et on laisse le mécénat privé se charger du soutien des plus précaires? Ça pose plein de questions. Et voilà. Merci beaucoup, Héloïse. Un grand merci. J'accueille maintenant Bruno Torregrossa. Donc Bruno, qui est actuellement chargé de mission accompagnement des pratiques et recherche à la Fondation Falleret. Bruno, tu as coordonné le dispositif Un chez soi d'abord à Paris, dans sa phase expérimentale et sa pérennisation. Et tu t'engages depuis plusieurs années dans la transformation des pratiques au sein des institutions sociales et médico-sociales. Merci d'être là. Bruno, dans ton travail d'accompagnement à la transformation des pratiques, tu es souvent témoin, tu nous l'as partagé, des réactions que peut susciter le mot rétablissement, résistance, malentendu, voire réappropriation malheureuse. Comment fais-tu pour traverser ces écueils et maintenir cette fameuse portée critique et émancipatrice dont nous parlait aussi Héloïse du rétablissement? En 5 minutes. Alors, merci pour cette invitation, merci pour cette extrêmement longue question.
Du coup, donc, je suis Bruno Torregrossa et je suis effectivement chargé de mission sur l'accompagnement des pratiques à la Fondation Falleret. Et je vais situer un peu aussi ma parole au-delà, puisque j'ai un certain nombre d'engagements aussi bénévoles et pour le coup une parole de citoyen sur ces questions. Sur ces questions de rétablissement, ça fait suite un petit peu à ce que tu disais sur la question de comment on peut travailler cette notion-là à partir d'un mot qui parfois fait résistance. En tout cas, moi, dans le travail que je mène au quotidien, auprès de personnes accompagnées, directement concernées, auprès de professionnels, auprès de professionnels de l'encadrement, je suis effectivement parfois témoin d'une résistance a priori, d'une réticence éventuellement, de principe sur ce mot qui viendrait de pays lointains, en tout cas qui ne serait pas ancré culturellement chez nous, qui ne correspondrait pas aux personnes qu'on accompagne, et avec un enjeu en tout cas pour moi d'accompagner ces transformations de pratiques et leur ancrage politique. Moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Il y a un enjeu, en tout cas, autour de ces pratiques, qui est d'être assez au clair sur la vision politique portée par ces pratiques, portée par ce mouvement. Et ça vient de mouvements de lutte, effectivement. Si on enlève ce côté de la vision politique, on en fait un peu une coquille vide, au risque effectivement d'en faire un concept creux et qu'on va mettre un petit peu sous échelle. Du coup, pour essayer de travailler un peu ces résistances, l'enjeu c'est comment on peut travailler autour des pratiques sans même prononcer le mot rétablissement. C'est pas très grave finalement de ne pas l'utiliser à partir du moment où on est au clair sur ce que ça peut signifier comme changement de posture et de pratique dans le regard qu'on porte aux personnes qu'on a mission d'accompagner. Comment, au quotidien, on est extrêmement au clair sur les enjeux de domination qui sont inhérents à la relation d'aide, qui sont inhérents à la relation de soins. Comment on est au clair sur, effectivement, un plaidoyer fort sur la question du droit des personnes. Comment, effectivement, on accompagne cette logique d'entraide entre pairs, mais aussi, finalement, dans une position d'humilité au regard des savoirs d'expérience des personnes. Souvent, on oublie qu'en tant que professionnel, on intervient sur un temps un peu contraint, là où les personnes vivent leur vie pleine et entière sans nous. Et ils développent des stratégies et font face, finalement, au quotidien, à la fois de ce qui les traverse intimement, humainement, au regard éventuellement de certaines vulnérabilités, et à la fois à ce à quoi elles sont confrontées dans la société, ce que tu rappelais un peu tout à l'heure, en termes de stigmatisation, en termes de discrimination, d'où effectivement ce rappel que, pour le coup, nos pratiques doivent inclure un fort ancrage sur la question du droit des personnes. Moi, je viens un peu là, tu le rappelais, d'un dispositif qui s'appelle Un chez soi d'abord, avant en tout cas mon expérience à Falleret. Donc on parle beaucoup de logement d'abord, on parle beaucoup d'emploi d'abord, maintenant avec la question de l'emploi accompagné, même si effectivement ça pose certaines questions. Il y a un enjeu peut-être de se placer dans la question des droits d'abord, et effectivement d'inclure cette question du droit au logement, cette question du droit à l'emploi, cette question effectivement du droit à la non-discrimination, et d'y faire appel et de s'y référer aussi en quotidien. Voilà un petit peu pour moi les enjeux un peu de réponse à ta longue question que j'ai essayé de réduire un petit peu pour faire un peu le lien avec ce que disait Alessandre de Connor tout à l'heure, qui parlait effectivement de deuil à faire, alors de deuil éventuellement sur des questions autour de comment on accompagnait avant, de deuil de positions parfois surplombantes des professionnels. Il y a vraiment l'idée du deuil à un moment donné d'une certaine clinique, mais peut-être d'une certaine clinique surplombante ou d'une clinique sur les personnes, là où effectivement il y a un enjeu de construction d'une clinique avec les personnes. Et peut-être qu'effectivement on a tout autant à apprendre les uns des autres pour améliorer notre santé mentale en commun. Voilà. Merci beaucoup Bruno d'avoir rendu intelligible ma question. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Emma Bittlestone. Merci beaucoup Emma d'être présente. Emma est psychiatre praticienne hospitalière à la PHM au sein de l'équipe mobile Ulysse et mise à disposition du groupe SOS au sein de l'équipe mobile C10
si je ne me trompe pas, si j'ai bien recherché, qui correspond à un suivi intensif pour l'inclusion sociale. Des institutions. Pardon. Emma, tu développes une réflexion exigeante, parfois dérangeante, sur la place du médical dans les trajectoires de rétablissement. Et tu interroges avec force ce que la psychiatrie peut ou ne peut pas apporter, et ce que cela suppose de décentrement pour les professionnels. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où tu parles et comment tu en es venu à interroger aussi profondément la fonction même du psychiatre dans les parcours de rétablissement des personnes? Alors merci Marie, puis merci pour l'invitation. Je peux commencer peut-être par présenter un peu ce que je fais actuellement, puisque je pense que je me sens plutôt bien dans les postes que j'occupe, et donc ça peut traduire un peu la posture que je souhaite prendre actuellement. Donc je travaille effectivement dans une équipe mobile qui fait un peu comme de l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Donc c'est une équipe hospitalière d'un service de psychiatrie de la PHM, où là je suis responsable médicale de l'unité. Et donc je travaille aussi à temps partiel, donc mise à disposition du groupe SOS, dans une équipe là médico-sociale, on va dire d'accompagnement psychosocial en santé mentale, où là je suis psychiatre référent des personnes accompagnées, donc je ne suis pas là pour faire de la coordination ou pour donner un avis pour des personnes qui sont suivies à l'extérieur, mais vraiment parce que les personnes vont avoir une demande de soins. Et ce que je fais concrètement dans cette équipe, en plus d'un travail d'adaptation des traitements, j'en parlerai un petit peu après, mais en fait c'est ma pratique de base, ça, d'adapter les traitements. Pour revenir sur ce que disait Philippine, sur le fait qu'adapter les traitements, en fait, des fois, en tout cas, ne pas refuser de les adapter, c'est quelque chose qui est assez important de la part des médecins. Donc ce que je fais, c'est ça, mais un des buts de ma présence dans l'équipe, c'est aussi du coup de rendre accessible à des personnes très institutionnalisées en psychiatrie, donc vraiment happées dans le système psychiatrique, contre ou avec leur gré, d'avoir accès à l'accompagnement psychosocial en santé mentale. On parle souvent quand même de problèmes d'accès justement à tout l'accompagnement vers le rétablissement. Et l'idée de cette équipe, c'est justement que ça puisse concerner tout le monde, même les personnes qui sont en SDREIP, pour ceux qui connaissent, parce qu'ils ont fait des choses et que du coup tout le monde pense qu'il n'y a que l'hôpital qui peut répondre à leurs demandes, des gens qui d'habitude sont adressés en UMD, en unité pour malades difficiles. Voilà, des personnes qui, en général, sauf erreur de ma part, ont très très peu accès à l'accompagnement médico-social ou psychosocial en santé mentale. Donc mon rôle, c'est d'aller à leur rencontre, puisque du coup j'ai un pied dans l'institution psychiatrique, dans un service de psychiatrie aussi intra-hospitalier, et de pouvoir en fait leur proposer justement un autre accompagnement que celui de l'institution psychiatrique. Donc ça, c'est un peu ce que je fais. Moi, en fait, le fait d'être un peu dans le milieu, on va dire, du rétablissement, ça m'a paradoxalement fait penser qu'il fallait que je me recentre sur un rôle très médical. Et ça m'a plutôt sensibilisée à la question en fait, on va dire du primum non nocere, c'est-à-dire de comment déjà on fait pour que les soins médicaux, les soins psychiatriques ne fassent pas obstacle au rétablissement. Donc de plus en plus, j'essaye de me positionner comme ça, c'est-à-dire non pas comme professionnels impliqués dans le rétablissement des personnes concernées, mais plutôt d'essayer de ne pas faire obstacle, ayant eu plutôt une expérience dans ma formation en psychiatrie de la maltraitance et l'effet nocif que peut avoir mon métier et les services de psychiatrie dans la vie des gens. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on parle souvent justement, et je porte aussi, enfin, je suis d'accord avec cette idée-là, qu'en fait dans le rétablissement, en général, ce qui aide le plus, c'est pas les médicaments et les soins médicaux. Et en même temps, mon parcours, ça a été aussi travailler sur le projet Un Chez Soi d'abord, faire ma thèse de médecine et mon master sur une maison des usagers en psychiatrie. C'est aussi de travailler dans le service lié au CCOMS à Lille. Disons que tout ce parcours
ça m'a vraiment fait penser que qu'on pouvait à la fois donc que la psychiatrie avait cet effet en fait d'éloigner les personnes du rétablissement, et que quand même, plutôt qu'une posture que j'aurais pu prendre complètement, on va dire, antipsychiatrique, c'est-à-dire se dire en fait, il ne faut plus faire de diagnostic, plus de traitement, et il faut complètement détruire en fait la psychiatrie. Moi, ça m'a plutôt fait penser que je pouvais être utile en tant que psychiatre pour les personnes, mais du coup, sans prendre trop de place dans leur vie. Et du coup, cette posture très médicale de juste faire mon boulot de médecin en proposant un diagnostic tout en expliquant que ce n'est pas une vérité en soi, mais juste un point de vue médical qui peut être parmi d'autres points de vue, de pouvoir être conforme aux données de la science, de pouvoir expliquer toutes les options, par exemple médicamenteuses ou des soins médicaux qui sont à la disposition des personnes, pouvoir aussi essayer de donner le plus de chances possible aux personnes d'accéder à des soins médicaux avec peu d'effets secondaires. Ça revient un peu à l'idée de ne pas être nocif. C'est vrai que ce que ça a pu changer dans ma manière même de pratiquer la médecine, la psychiatrie, c'est que j'ai tendance à du coup orienter mes diagnostics et les soins médicaux que je propose vers en fait des diagnostics qui ouvre le champ des possibles en termes notamment de psychotropes, notamment sur le fait de pouvoir accéder à d'autres traitements que les neuroleptiques. Ça ne veut pas dire que les neuroleptiques, ça ne peut pas aider de temps en temps, mais le fait de pouvoir raisonner autrement que sur, par exemple, un diagnostic de schizophrénie. Ça ne veut pas dire qu'un autre diagnostic est mieux, mais qu'en tout cas, ça ouvre la palette des possibles aussi en termes de soins médicaux. En tout cas, toute cette manière de raisonner, finalement, ça m'a permis à la fois d'évoluer, de continuer à travailler dans ce qu'on peut appeler le milieu du rétablissement, tout en étant au clair avec moi-même sur le fait de ne pas avoir trop de pouvoir et prendre trop de place dans la vie des gens. Et c'est vrai que moi, je pense que dans les médias et même dans le discours des professionnels, on a bien sûr que c'est pas très original de dire que la psychiatrie fait du mal, on en entend parler tout le temps, mais on a tendance quand même à essentiellement parler de mesures de contention, de mesures d'isolement, et on parle, d'après moi, pas assez de comment est-ce qu'on fait obstacle au rétablissement quand on va proposer des activités en hôpital de jour, quand on va effectivement donner son avis sur la capacité de la personne à travailler, quand on va faire en sorte qu'il y ait des soignants dès qu'il y a des activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, et même parler de soins de réhabilitation psychosociale plutôt que de parler d'accompagnement au projet de vie. Moi, c'est vrai que je suis très sensible à quel point on peut être nocif quand on fait ça, et que ça peut être choquant que je dise ça, mais des fois, c'est presque pire pour moi qu'une contention, parce que une contention, ça dure 2 heures. La personne, après, elle peut se défendre, elle peut aller voir un juge et demander aussi des réparations. Quelqu'un qui a passé 25 ans, 30 ans en hôpital de jour, souvent, en fait, il y a une autostigmatisation qui fait que c'est extrêmement compliqué de pouvoir lutter et revendiquer de ses droits sur comment est-ce que les soignants ont pu faire obstacle à son rétablissement. Merci. Et juste pour terminer, en fait, très très rapidement, voilà, ça me met quand même disons, en porte-à-faux, ou en tout cas c'est compliqué des fois pour moi de tenir aussi cette position-là, parce qu'effectivement ça peut faire obstacle, ça peut se mettre en conflit avec le choix, c'est-à-dire que souvent il y a des personnes qui veulent que le psychiatre fasse autre chose que juste lui parler de médicaments, et c'est vrai que c'est un des pratiques du rétablissement, justement d'avoir accès à d'autres choses, avec du coup un système qui malheureusement donne peu accès à d'autres professionnels que les psychiatres et les infirmiers. Il y a aussi la question de la décision, c'est-à-dire que du coup dans cette posture très médicale, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit la personne qui puisse décider, même quand il y a un état de crise très aigu, en travaillant sur l'outil des directives anticipées. Mais on a souvent en fait un mésusage des directives anticipées, très peu de propositions
pour que les personnes puissent remplir cette directive anticipée, et que du coup, même si on essaye de se positionner autrement comme médecin, justement sur le fait que c'est toujours les personnes, les patients qui décident, souvent le problème d'accessibilité à tous ces outils, et puis aussi la culture que c'est le médecin qui décide, fait que je ne peux pas toujours avoir cette posture-là. Donc je m'arrête là et je te repasse le parole. Merci Emma. Merci beaucoup. Je donne enfin la parole à Thomas Drillon. Merci beaucoup Thomas d'être présent. Tu es psychologue clinicien au CHU de Montpellier et tu as découvert le concept de rétablissement non pas dans ta formation initiale, ce qui m'étonne guère, mais dans ta première expérience de terrain. Thomas, tu es donc de cette génération de professionnels pour qui le rétablissement, quelque part, c'est pas un changement de cap, mais c'est presque le point de départ, si on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire un horizon qui a d'emblée orienté ta posture professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un peu comment ce concept de rétablissement a fait irruption dans ta pratique et comment cela a orienté ta manière de penser ta pratique clinique en tant que jeune psychologue, s'il te plaît? Merci pour cette question, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé en commençant, c'est-à-dire aussi des récits de professionnels sur leur mode d'appropriation du rétablissement. À titre personnel, voilà, tu l'as dit, hein, je n'ai jamais entendu parler de rétablissement avant il y a 3 ans, lors de ma première expérience pro, même lors de mon entretien d'embauche, c'est la première fois où j'ai entendu ce mot. Alors on m'a expliqué un petit peu ce que c'était, j'ai dit que j'y connaissais rien mais que j'étais chaud, j'étais content de pouvoir participer à ça. J'ai été amené à m'approprier des pratiques orientées rétablissement dans une équipe, donc l'équipe C10, qui elle-même s'appropriait des pratiques orientées rétablissement. Spontanément, on pourrait penser que le fait que j'ai pas eu d'expérience professionnelle en amont, ça a été vraiment rendu la chose hyper facile. Mais pas du tout. Ça a été vraiment un choc pour moi en commençant à travailler. Un choc parce que pendant des années, 5 ans d'études, on m'avait vraiment appris à voir les personnes avec des troubles psychiques comme des malades, des patients à soigner, à protéger. On m'a appris à contrôler, à freiner les envies et la volonté des personnes pour pas que ça aille trop vite, trop loin, trop pas comme on voudrait en fait, tout simplement. Et du coup, quand je suis arrivé à C10, j'ai lu quelques articles, j'ai participé à quelques réunions où on parlait de rétablissement. Alors, autant vous dire que ma conception du rétablissement, elle faisait vraiment peur à l'époque. Hein. C'est-à-dire que je ne voulais même pas donner un quelconque avis, un quelconque idée sur quoi que ce soit. Pour moi, l'horizontalité des savoirs, ça s'était transformé en effacement de qui j'étais, de ce que je savais. Et justement, ce que moi ça m'a appris, c'est justement une vision particulière du désaccord, qu'on pouvait être en désaccord et que c'est d'ailleurs notamment avec les principes de l'open dialogue, ça m'accompagne encore aujourd'hui hein, dans cette manière de parler de points de vue différents sans forcément l'imposer. Donc, c'était aussi une vision que j'avais qui était très individuelle, voire individualiste. Hein, sur les premières fois où j'ai entendu parler de rétablissement, je mettais totalement de côté les facteurs sociaux, les facteurs institutionnels. Je ne comprenais pas du tout que quand quelqu'un me disait « je veux passer ma vie à l'hôpital », c'était pas tout le temps elle en soi qui parlait. Des fois, c'était aussi le poids de l'institution, le poids de l'enfermement sur des années et des années qui venait parler, le poids des discriminations qui étaient vécues à l'extérieur, le poids de la non-inclusivité de la société. Et que ça valait le coup de proposer, sans imposer, mais en étant tenace, une autre vision, une proposition alternative à ça. Et j'ai jamais vu autant de manières de s'approprier de rétablissement que de professionnels. Donc ça aide pas forcément aussi quand on commence, en tout cas à premier abord, on dirait que ça aide pas forcément à vraiment se naviguer un peu dans tout ça. Et puis on n'abandonne pas ces idées, ces réflexes comme ça. Des réflexes qui ne sont pas que ancrés dans une formation particulière, celle que j'ai faite, mais même ancrés au niveau sociétal de manière générale. Et je pense justement que c'est précisément pour ça que même en ayant baigné, on va dire, dans ce milieu-là dès ma première expérience de travail, ça n'a pas été juste un point de départ sur une feuille vierge. Je suis passé par des phases où j'appliquais des outils rétables, des attitudes un peu préfabriquées,
tout en gardant profondément des conceptions hyper stigmatisantes. Alors empreinte évidemment d'un pseudo-humanisme, de bonnes intentions, mais surtout empreinte de biais, de représentation, d'attitudes implicites, de peur aussi, et je pense que c'est important de le dire. Tout ça, c'est pas juste pour moi le témoin, on va dire, du temps nécessaire à l'appropriation d'outils ou de postures. Pour moi, c'est vraiment le témoin qu'au fond, c'était la même tambouille que j'appliquais, on va dire, dans un cadre qui était différent. Et d'ailleurs, c'était assez rigolo d'entendre Alexandre de Connor en parler tout à l'heure, mais effectivement, à chaque fois que j'entends et que j'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, ça, c'est les pratiques hors interétablissement, nous, on fait ça depuis 30 ans, 40 ans, on fait tout comme ça », j'ai toujours été encore plus surpris de voir comment les gens travaillaient et qui me questionnaient en tout cas beaucoup. Je pense d'ailleurs que moi honnêtement, pour faire assez rapide, il y a eu vraiment 2 pivots dans ma pratique qui m'ont vraiment aidé à y voir plus clair. En premier, ça a été vraiment les moments informels avec des personnes pour discuter, soit qui étaient concernées, soit des professionnels, pour discuter d'idées, de réflexions sur l'établissement, de pratiques, de projets. Donc forcément, je pense évidemment à mes collègues de travail que j'ai vu faire, qui m'ont montré que c'était possible de faire autrement, mais aussi à énormément d'autres personnes auxquelles on ne pense pas forcément, en tout cas, qu'on n'entend pas tout le temps quand on pense rétablissement et qui pourtant, moi, me semblent vraiment au centre des personnes qui font partie du réseau d'entendeurs de voix, des personnes aussi, d'autres professionnels qui m'ont formé sur l'approche par les forces au Québec, mais aussi des profs de danse hyper inclusives, des clubs de tennis qui acceptaient aussi la différence, des responsables d'une formation en stylisme qui vraiment ont pris le temps d'être présentes pour des personnes qui portaient un gros stigmate au niveau du trouble psychique et qui étaient là aussi. Pour moi, ça c'est vraiment un des points les plus importants qui m'a vraiment aidé à évoluer, c'est voir aussi ces personnes-là qui ne sont pas des professionnels, mais comment elles évoluaient, comment elles ont fait. Et puis évidemment, ça c'est un peu le lieu commun, mais c'est important de le dire quand même, les personnes aussi que j'ai accompagnées durant mes différents emplois, et de voir justement le changement, de voir des gens qui étaient vraiment matraqués par l'institution, fracassés, qui pensaient qu'il n'y avait aucune possibilité de vivre justement en dehors de l'hôpital, et de les voir commencer à s'épanouir, s'inscrire sur un chemin qui vraiment faisait sens pour eux. Et le retour qui me faisait aussi du fait que d'y croire et de vraiment porter une vision de c'est possible ailleurs, et même plus que c'est possible dans le milieu ordinaire, mais le milieu ordinaire doit s'adapter. Moi, ça m'a vraiment bougé, ça m'a vraiment permis d'intégrer ça un peu plus aujourd'hui. Donc au final, le fait de galérer, d'expérimenter dans mon travail, ça m'a permis de passer d'une vision des personnes en situation de handicap, non plus comme objet de soins, mais bien, on l'a dit tout à l'heure, comme sujet de droit et citoyenne à part entière. Voilà. Merci beaucoup Thomas, merci à tous les 4. Quand on a préparé ce symposium, quand on s'est rencontrés initialement en visio, les discussions étaient assez fluides, même très riches, constructives. On s'est dit que ça serait sympa, ça serait intéressant d'essayer de promouvoir un temps d'échange un peu plus libre, même si le temps nous contraint bien sûr. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Et on va essayer dans cette petite vingtaine de minutes de garder un petit peu de temps aussi d'échange avec le public. Mais voilà, je voulais peut-être terminer par vous poser une question commune, une question un peu sensible, mais évidemment qui me semble importante à soulever dans le contexte actuel, qui a été rappelé ce matin. Alors que la santé mentale est proclamée grande cause nationale, beaucoup de professionnels exercent dans un contexte institutionnel fragilisé, sous tension, avec le sentiment parfois de devoir mieux accompagner avec moins de ressources. Je vais encore poser une question longue, commencez à me connaître. Comment percevez-vous cette tension dans vos réalités de terrain? Et est-ce que finalement le concept de rétablissement peut également ouvrir une réflexion sur la santé mentale des professionnels elles-mêmes ou eux-mêmes? Qui souhaite se lancer?
je vais peut-être dire ce que je raconte tout le temps, c'est que moi, c'est vrai, je ne connais pas les chiffres sur le budget global, et on en parlait. Est-ce qu'il y a une réduction globale du budget de la santé mentale ou pas? J'en sais rien, parce que c'est vrai qu'on a élargi énormément le champ. On peut parler aussi de comment est-ce qu'on fait en sorte que, du coup, on ait une bonne santé mentale au travail. Enfin voilà, cette santé mentale, c'est tellement large que je pense que c'est un peu compliqué. Que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y ait un budget des pouvoirs publics consacré à la santé mentale, c'est quelque chose qui est indispensable, et que du coup, même l'augmentation, il y a des pays qui ont une proportion de leurs fonds publics qui sont nettement supérieurs à celui de la France, et on ne peut que souhaiter que du coup ce budget augmente. Après, la question, c'est celle de la psychiatrie, où effectivement, moi, dans mon milieu, enfin le monde de la psychiatrie, il y a énormément de critiques sur le fait qu'il y a une forme de destruction des services de psychiatrie, une réduction des moyens. Là encore, je n'ai pas les chiffres. Moi, c'est vrai que mon expérience là de la psychiatrie et du monde de la santé mentale depuis quelques années me fait penser que si on veut vraiment un changement de paradigme, il faut quand même qu'on arrête de parler tout le temps. Et j'ai quand même beaucoup entendu ces mots-là depuis ce matin, de soins, de soignants, de patients, de médecins, d'infirmiers, d'hôpital. Non pas que pour moi, il faille supprimer ces mots-là. Et moi, personnellement, je pense pouvoir être utile dans mon métier, en tant que psychiatre, en tant que médecin. Je pense que c'est utile, la psychiatrie pour les personnes. Par contre, le fait de réduire la psychiatrie à un petit champ de la santé mentale, de faire en sorte qu'on puisse proposer des soins de qualité, qu'on puisse proposer autre chose que l'hospitalisation en temps complet. Il y a plein de choses à faire en psychiatrie. Mais par contre, se dire que si on veut qu'il y ait un vrai changement de paradigme, il faudrait vraiment qu'on parle d'accompagnement psychosocial en santé mentale et non pas de soins de psychiatrie, même quand c'est un euphémisme. Moi, je pense qu'en fait, on appelle services de santé mentale énormément de services de psychiatrie qui sont des services de psychiatrie. Quand il y a un psychiatre responsable d'un service, c'est un service de psychiatrie, c'est pas un service de santé mentale. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à penser que l'essentiel là, c'est vraiment qu'on puisse justement changer de paradigme, mais en allant au bout du raisonnement et de se dire que c'est pas très grave si finalement la psychiatrie elle prend que peu de place, à condition que le reste, l'accompagnement psychosocial en santé mentale et le champ du communautaire, il y ait un investissement massif des pouvoirs publics, ce qui effectivement, je pense, n'est pas le cas. Mais voilà, moi j'ai tendance à quand même essayer d'avoir un regard critique sur cette position de dire le problème c'est qu'on enlève des moyens à la psychiatrie. Je pense qu'il faut des moyens pour la santé mentale, mais qu'il faut peut-être que nous, en tant que psychiatres et infirmiers, on accepte aussi de lâcher pour qu'on arrête de penser tout de suite à la maladie, aux soins et à l'hôpital quand on parle de personnes concernées par des problèmes de santé mentale. Merci Emma. Bruno, tu veux réagir ? Du coup, pour répondre un petit peu comme ça, quand je suis venu hier en train, je suis tombé sur une info sur un colloque plutôt de design, alors plutôt de design organisationnel et politique, donc avec des designers qui interviennent dans les ministères. Le colloque s'appelle Faire mieux avec moins. Et l'argumentaire démarre avec effectivement la loi de finances 2025 et une baisse de 25% des dépenses publiques. Donc effectivement, cette réalité finalement de baisse des dépenses, elle est réelle, elle est pour tous. Il n'y a qu'à aller voir éventuellement même du côté du culturel. Je ne sais pas si vous connaissez le site Cartocrise, qui correspond finalement à toutes les structures du champ culturel qui sont en train soit de fermer, soit de réduire éventuellement leurs projets du fait des baisses budgétaires. Donc sur la question de l'inclusion sociale, il y a effectivement cette dimension à prendre en compte. La question que tu posais, Marie, portait sur les ressources, pas forcément sur la question des moyens financiers, ce que je trouve plutôt plus enthousiaste déjà. Je pense qu'un certain nombre, en tout cas, d'éléments de changement ou de transformation de nos pratiques ne nécessitent pas plus de moyens. Pour le coup, travailler, en tout cas moi je suis assez confronté souvent à une résistance qui est oui mais les pratiques orientées rétablissement, d'accord c'est très bien,
mais le principe de réalité. Du coup, ce principe de réalité, c'est quelque chose, effectivement, que soit on utilise un peu comme une excuse pour exprimer ce qui ne nous paraît pas possible, souvent à la place des personnes. Il y a quelque chose qui, effectivement, en termes de changement de posture et d'accompagnement, justement, de ce changement de paradigme, qui est que la réalité, elle se construit dans les interactions et dans les relations d'accompagnement, dans les relations de soins, dans les relations tout court. Et qu'effectivement, ça veut dire que ce principe de réalité ne doit pas être opposable, effectivement, au projet des personnes. Au niveau organisationnel, c'est valable pour les projets des équipes. C'est-à-dire que, pour le coup, ces enjeux un peu de principe de réalité limitant, on parlait de croyances limitantes tout à l'heure, effectivement, ne doivent pas être un frein dans nos organisations. Même si on est dans un contexte culturel où, pour le coup, c'est quand même quelque chose qu'on plaque très rapidement. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur, on parlait un petit peu tout à l'heure des formations initiales, repenser les formations initiales en incluant la place pleine et entière des savoirs expérientiels dans les formations sanitaires, dans les formations en travail social. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'orientation politique, et là pour le coup de volonté politique, de volonté organisationnelle qu'on peut porter les uns et les autres. Je dirais qu'on doit porter les uns les autres, mais ça, c'est un engagement personnel. Merci Bruno. Et Héloïse ? Oui, moi c'était pour rapidement raconter que je suis arrivée donc, il y a 2 ans au Centre Pinel, et dans cet intervalle des 2 ans, il y a eu la division par 2 du nombre de lits, fermeture d'un hôpital de jour qui faisait ferme thérapeutique, et la fermeture d'un petit centre de réhabilitation psychosociale qui était un petit château vraiment à l'ancienne. Et que voilà, ces fermetures, il y a une part de moi qui dit ça ouvre des espaces de liberté, d'investissement autres pour les gens. Mais d'une, je vois la souffrance en fait des personnes qui ont fréquenté ces lieux et qui ont vécu des choses fortes et qui vivent ça comme une perte. Je parle et du coup des soignants et des personnes accompagnées, mais aussi à Lavore, petite ville de 8000 habitants dans le Tarn, quels sont les autres espaces d'investissement. Il n'y a pas de café associatif. La MJC, elle est toute petite et c'est avant tout club de Scrabble et Tai Chi pour des personnes de plus de 60 ans. Et du coup, c'est quel espace dynamique. Pensez aussi ces enjeux-là dans les territoires ruraux, où les gens n'ont pas forcément accès à la culture facilement, ni dans leur processus de socialisation. Et donc, ça questionne. Alors après, voilà, c'est toute cette question. Est-ce qu'on espère une dynamique accélérationniste, que la crise néolibérale va pousser à l'effondrement du système psychiatrique pour que d'autres choses émergent? Moi, je dirais juste, il y a cette esthétique des ruines, mais il y a aussi des corps sous les décombres et il faut faire gaffe de prendre soin des gens jusqu'au bout, y compris les contemporains de cette crise. Et bon, dans le côté dynamique positive, pour le coup, parce qu'il y a eu toutes ces fermetures, il y a un certain nombre de patients du Centre Pinel qui sont rassemblés, qui ont créé une asso qui s'appelle La Voix des patients, qui va essayer d'améliorer la communication avec la direction pour comprendre qu'est-ce que c'est les enjeux, les dynamiques, etc. Et donc forcément, c'est quelque chose de positif qui a émergé parce qu'il y avait crise. Voilà, les choses se seraient peut-être passées autrement sinon. Merci beaucoup, Héloïse. Thomas. Je rajoute juste, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que aussi une institution en crise, moi, ce qui m'inquiète, c'est les rigidités sur des politiques sécuritaires. Quand je suis arrivée, on a lancé l'enjeu des directives anticipées, qui était porté en binôme, moi et un psychiatre. Le psychiatre, depuis, est parti. Et ça s'étiole. Il y avait une dynamique de débrief après le passage en chambre d'ISO. Les équipes n'ont plus le temps. Et voilà, comment une institution en crise ne se contente pas ou voilà, à quel point il faut désespérer de l'institution, c'est un peu ça ma question. Voilà, quand elle se rétracte comme ça, sur ses rigidités. Merci Héloïse. Thomas. Moi, je suis vraiment hyper intéressé par ces échanges-là, notamment parce qu'ils font pas mal écho avec mon travail actuel, où justement j'ai changé vraiment. Je travaille plus du tout je travaille au CHU de Montpellier, dans un service qui n'a pas du tout vocation à avoir un service plutôt classique de psychiatrie, qui n'a pas du tout vocation à avoir des pratiques orientées rétablissement.
Et ça m'a permis aussi de découvrir des services de psychiatrie humains, des services vraiment qui sont entre la ville et l'hôpital, qui s'investissent dans les besoins de leurs patients. Et ça m'a permis aussi de voir que même dans ces services-là, et justement peut-être même dans ces services-là, où il n'y a pas vraiment de manque de moyens, en tout cas là où je travaille, on traite encore, on fait encore des besoins sociaux des gens avec des réponses thérapeutiques ou médicales. Et moi, c'est en ça que je trouve la question des ressources, alors je le dis de manière un petit peu provoque, mais donner des ressources, parfois, ça peut être même plus que contre-productif parce que le problème d'avoir des ressources, c'est qu'on les utilise. Et parfois, les utiliser dans un cadre justement qui est en lien avec une psychiatrisation des besoins dans la vie des gens, moi, je sais qu'à titre personnel, ça me gêne énormément. Et c'est pour ça que j'ai trouvé hyper intéressant vos deux interventions sur ce côté de « oui, mais quoi à la place en fait ?» C'est-à-dire enlever des ressources à la psychiatrie, c'est pour faire quoi? Et clairement, c'est pour rien faire derrière, on en voit des conséquences quand même très, très délétères. Maintenant, justement, pouvoir favoriser tout le tissu associatif, pouvoir réinjecter du coup cet argent qui est perdu au niveau très communautaire, en termes de basculement de fonds, moi je trouve ça a vraiment du sens en tout cas, puis ça a eu du sens en tout cas pour les personnes. Moi j'ai eu la chance quand même de travailler dans notamment une ville à Marseille qui est quand même, où le tissu associatif est quand même assez présent, et de voir un petit peu ce que ça peut faire en fait, de trouver des gens qui sont quand même assez ouverts, qui favorisent du coup au final l'hybridation sociale entre des personnes qui ont un stigmate, un écart à la norme, et d'autres personnes qui n'ont pas forcément ce même stigmate ou cet même écart à la norme. Et aussi pour revenir sur cette question qui moi me touche beaucoup parce que je sors il y a très peu de temps, on va dire, des études. Moi je vois beaucoup en tout cas de jeunes professionnels sur d'autres aspects, moi je parle pas du tout là du rétablissement, et être du coup en fait transformés par leur non-acceptation de certains travails des modalités existantes. Et moi j'ai la conviction intime que parler de rétablissement, enseigner le rétablissement, valoriser les savoirs expérientiels, favoriser la présence de personnes concernées justement à tous les niveaux, ne serait-ce qu'au niveau universitaire pour les diplômes de soignants en tout genre, ou de psychologues ou de travailleurs sociaux, ça va pousser aussi les gens à se dire en fait j'ai pas envie d'aller travailler dans n'importe où, et en fait les lieux vont s'autoréguler aussi de cette manière-là. Maintenant je rejoins tout à fait aussi cette idée de volonté politique et forte qui est nécessaire pour permettre aussi des transformations un peu plus grandes. Et petite anecdote, l'infiltration dans les milieux universitaires n'est pas toujours très aisée. Moi, j'essaye de mon côté, notamment depuis des années, de militer auprès de ceux qui gèrent les masters ou les licences pour essayer d'intervenir avec des collègues pères aidants pour parler un peu de ça, mais c'est pas gagné, quoi. Pour l'instant, pas de retour. Ouais. Toute petite... Juste une petite phrase sur la question de la volonté politique. Moi, je voulais vraiment juste préciser par volonté politique, c'est pas quelque chose d'attentiste vis-à-vis des politiques. La volonté politique, elle nous appartient à toutes et tous. On est dans la question là de la grande cause nationale. Il ne faudrait pas que ce soit une grande causerie nationale et qu'il n'y ait pas d'action derrière. Et ça nous appartient. Donc la volonté politique, c'est la nôtre. Merci infiniment à tous les quatre. Il nous reste peut-être 4-5 petites minutes. Si vous voulez bien pousser jusqu'à 13h pour une ou deux questions, on aurait aimé faire plus, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si c'est possible, si certains d'entre vous ont envie de réagir ou de poser une question. Malheureusement, on aura le temps, on va dire, pour deux questions, 2-3 questions. Merci Pascal Cacot. Et je vous remercie beaucoup, c'est extrêmement intéressant. J'essaye simplement de résumer l'écho. Dire que la psychiatrie va se restreindre à son espace de soins, si je puis dire, je le comprends comme une grande prudence et un grand geste pour dire les facteurs de production de santé sont là-bas, allez-y. Mais faut-il
que le psychiatre, faut-il que le médecin s'y intéresse? C'est-à-dire que la question de fond, je crois, sur laquelle nous butons, c'est est-ce que la médecine s'intéresse à la santé, à ce qui produit de la santé, ou est-ce qu'elle s'intéresse aux maladies? Et cette question, elle est importante parce qu'elle signifie l'attachement à l'importance de ce qui se passe dans le vaste monde en tant que ressource de santé. Et là, le côté passionnant du jeune psychologue qui découvre que, tiens, il y a une école de stylistes, que, tiens, il y a ça, que... On voit bien que c'est ça le mouvement qui est intéressant, c'est-à-dire aller avec la personne découvrir quels sont les points d'appui et de développement de soi qui existent dans le monde. La formule de cette nouvelle clinique, elle est là. Et effectivement, Bruno, tu as bien raison. Le problème tu as parlé de découvrir une nouvelle clinique ensemble, parce que clinique, je rappelle que le mot, on est au bord du lit. Il y en a un qui est debout et l'autre qui est couché. Or, il s'agit d'une clinique péripatéticienne, si j'ose dire, c'est-à-dire qui se fait en marchant, qui se fait en découvrant des territoires que ni l'un ni l'autre ne connaissent. À partir du moment où il y a cette ignorance et cet espoir de découvrir ensemble quelque chose d'intéressant, je crois qu'on est dans ce qui produit de la santé et que c'est cette clinique-là à laquelle il faut s'intéresser. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est la question. Autrefois, on appelait ça le sanitaire et le social. Vous voyez comment articuler les deux. Mais je pense qu'on tourne encore autour de cette question, mais je vois beaucoup de débouchés extrêmement intéressants dans tout ce que vous venez de raconter. Merci. Merci beaucoup. Emma, tu veux répondre? Non, juste pour préciser un peu mes propos. En fait, moi, je pense quand même qu'on, justement, dans toute cette histoire et culture héritée là, de l'asile, de la psychiatrie, on oublie quand même qu'il y a d'autres champs, celui de la consommation de drogue, celui du handicap sensoriel, les personnes sourdes, celui des personnes en fauteuil roulant, où en fait personne ne se pose la question de qu'est-ce que fait l'ORL et qu'est-ce que fait l'orthopédiste. Et moi, je pense quand même qu'on est tous dans cet héritage et qu'il faudrait qu'on arrive à s'en décaler. C'est-à-dire que, certes, bien sûr que moi, j'ai une formation en santé publique, j'ai fait un master en sciences sociales. Je ne dis pas que tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas nourri dans la réflexion que j'ai là et du coup la posture que j'ai avec les personnes que je suis, les patients. Mais dans un monde idéal, si en fait en première ligne, il y avait le communautaire, la pérédance, l'entraide mutuelle, les psychologues, les travailleurs sociaux, le fait que le psychiatre, en fait, ils connaissent pas trop la question de la santé en général, les déterminants sociaux, peut-être qu'on s'en fiche un peu. Donc certes, c'est un monde idéal, mais voilà, moi je trouve que le fait de réfléchir un peu au modèle du handicap, au modèle social du handicap, et de se dire que justement, peut-être que les psychiatres, c'est juste des ORL, pour l'équivalent pour les personnes sourdes, et ben peut-être que ça nous fait penser que la santé, ça n'est pas la médecine. Du coup, pourquoi à chaque fois c'est des médecins qui sont ministres de la Santé? Pourquoi à chaque fois en fait on parle de médecine, d'hôpitaux dans le ministère de la Santé? Enfin, pourquoi en fait à chaque fois on pense que il faut que ça soit la médecine qui s'ouvre au social et aux déterminants de la santé? La médecine, c'est pas la santé. Et ça, c'est l'OMS qui le dit, enfin tout le monde le dit. Mais quand même, ça nous rassure que les médecins soient humanistes, soient etc. Et effectivement, ça nous met dans un paradoxe, nous, les médecins, qui nous intéressons au social et à d'autres choses que la médecine. Et moi, honnêtement, ça m'ennuie de prescrire des médicaments toute la journée. Et en même temps, moi, je pense qu'il faut que je me restreigne à ça, que je le fasse de manière la plus qualitative possible, la plus respectueuse du choix des patients, mais qu'il y ait d'autres professionnels et la société dans son ensemble qui s'emparent du sujet de la santé mentale et de la santé. Et finalement, si les médecins ne le font pas trop, pour moi, c'est pas dramatique. Mais c'est un idéal, effectivement. Merci. Madame. Oui, toutes vos interventions étaient vraiment super intéressantes, et en particulier, voilà, comme ancien praticien hospitalier, je remercie vraiment la collègue qui a expliqué sa posture, parce que je trouve que c'est effectivement très intéressant et c'est vraiment porteur d'avenir par rapport à l'organisation de la santé mentale au sens large et de la place de chacun. Mais je m'interrogeais sur le fait que
parmi les personnes qui ont présenté des choses ce matin, il n'y avait pas de professionnels, j'ai envie de dire, du quotidien, c'est-à-dire des infirmiers, des travailleurs sociaux, qui effectivement prennent de plein fouet aussi ce changement, enfin cette évolution, on va dire, des pratiques vers des postures différentes. Et voilà, donc c'était juste une interrogation. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que le cheminement de rétablissement, le parcours de rétablissement, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde, y compris aux personnes les plus en difficulté, qui présentent les troubles les plus sévères. Et pour ça, je voudrais juste donner une petite vignette. Dans le département du Rhône, s'est ouvert il y a 2 ans une maison d'accueil spécialisée qui a accueilli essentiellement des personnes qui venaient de l'hôpital psychiatrique. Des personnes qui avaient des troubles extrêmement sévères, qui n'avaient jamais pu sortir de l'hôpital, qui pour certaines y vivaient depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui avaient pour la plupart des troubles neurologiques qui entraînaient des conséquences cognitives vraiment très sévères. Et malgré cela, cette maison d'accueil spécialisée a fait un vrai projet autour de la question du chemin de rétablissement pour chacune de ces personnes, avec des postures autour de la question de l'accès aux droits, autour de la question de comment est-ce qu'on accompagne des personnes très déficientes, tout en respectant leurs droits, leurs souhaits, leurs aspirations, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable. Donc je voulais juste donner cette petite vignette, parce que quand on pense rétablissement, on pense souvent à des personnes qui vont être en capacité, effectivement, de vivre de manière autonome dans la cité, etc. Et même des personnes qui vivent en institution et qui, pour l'instant en tout cas, peut-être un jour arriveront à vivre effectivement dans la société, mais qui pour l'instant ne peuvent pas vivre ailleurs qu'en institution. Comment l'institution peut devenir vraiment une institution qui les aide à travailler, qui les aide à vivre plutôt ce parcours de rétablissement. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 2 questions. Peut-être Jeanne. Pour rebondir sur ce que dit Marie-Christine, merci à tous, c'était vraiment très bien. Mais vous n'avez pas vraiment prononcé beaucoup le mot institution. Et moi, je pense que, mon expérience d'avoir quitté l'institution psychiatrique, l'hôpital psy, et d'être allée à l'hôpital général faire de la psychiatrie, a permis que je m'ouvre à d'autres techniques, que je m'ouvre à l'environnement et que je sois humble par rapport à mes autres collègues. Je pense, et bon, j'ai conscience de ce que je dis, que l'hôpital psychiatrique est antinomique du rétablissement. Voilà. Juste, on a parlé de grandes causes nationales. Les 2 quinquennats du président de la République actuelle ont une grande cause nationale, c'est le droit des femmes. Alors moi, j'ai toujours un petit peu envie de rire quand on me parle de grande cause nationale de santé mentale. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'ils fassent la différence entre santé mentale et psychiatrie. Du coup, ça floute un tout petit peu le discours et je pense que c'est pas... voilà, je pense que c'est un peu pas la peine de trop s'arrêter peut-être sur ce que eux peuvent faire. Ce que nous on peut faire, c'est autre chose. Ce que eux peuvent faire, c'est différent. Et on a parlé de. Moi, je trouve très très important ce qui a été dit, les mots qu'on dit aux gens. Alors moi, j'utilise le terme patient pour plein de raisons et je le revendique, mais les mots qu'on dit, les mots que les profs... Je suis médiatrice de santé père, donc je suis aussi professionnelle de santé mentale, je suis une personne concernée. Les mots qui sont utilisés, les mots sont hyper importants. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, et comment on le pense, en fait. Parce que rétablissement, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un
ici peut donner une définition du mot rétablissement. Moi, j'ai pensé à une époque, quand j'ai commencé mon métier, voilà, je savais ce que c'était. Et puis maintenant, je fais ah oui, non, je ne sais pas. Et est-ce que chacun peut se dire rétabli? On dit beaucoup, oui, c'est les gens qui décident s'ils sont rétablis ou pas. Est-ce que ça a du sens de dire ça? Est-ce qu'il faut Moi, je pense qu'il faut une définition pour un mot, parce que sinon, on ne se comprend pas. Du coup, si tout le monde peut dire, moi, je dis, je suis rétabli. Comment on fait aussi face à ça? Il y a plein de sujets un peu... Et ne me huez pas dans la salle, parce que les choses commencent, mais j'avance. Dans les moyens, qui seront peut-être pas très chers, en tout cas financièrement, pas du tout écologiquement pour le moment, il y a l'intelligence artificielle, si elle est utilisée intelligemment, pas pour remplacer, pas pour faire autre chose. Au même titre que les MSP ne remplacent personne, l'intelligence artificielle peut éventuellement, si on y réfléchit, apporter des choses, par exemple du temps, que personne d'entre nous ne peut apporter. Je suis désolée, on vient de me faire signe là qu'il fallait vraiment qu'on arrête. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup.